Alors l'amour ne va pas sans mots, sans mot d'amour, sans mot MOTS. Et c'est peut-être intéressant. Est-ce que c'est un éclairage intéressant que de savoir d'où vient le mot étymologiquement? Est-ce que ça apporte une explication? Vous me disiez hors antenne là, à l'instant qu'il y avait en fait 3 façons de dire l'amour en grec. Oui. Il y a peut-être d'autres façons encore plus nombreuses dans d'autres langues. Hein, je l'ignore. Le savez-vous? Je ne sais pas. Moi je connais surtout les origines grecques. Ouais. Alors, il y a 3 façons de dire le mot amour selon les cas, les circonstances. Expliquez-nous. Oui, en fait ça désigne pas la même chose. Le premier amour c'est Eros. C'est là-dessus qu'on a construit le mot érotique, érotisme, voilà. Et celui-ci c'est le désir en fait, hein, c'est l'amour-désir. Ensuite, et c'est celui qu'on trouve dans l'amour-passion. Ensuite, il y a la philia. La philia, c'est l'amour-amitié. On veut le bien de l'autre. Il y a quelque chose de, oui, voilà, d'une amitié. Bon, c'est l'amitié telle que les Grecs la concevaient, qui est pas forcément tout à fait l'amitié telle qu'on la conçoit aujourd'hui, mais en tout cas, on accède à quelque chose de moins intense. Qu'avec Eros, qu'avec l'amour-désir, voilà. Et il y en a un troisième, et c'est là qu'on est dans cette quête, une quête d'absolu aussi. C'est donc Eros, Philia et Agapé. Agapé, on traduit en latin par la caritas, c'est la charité. Ah, c'est autre chose. Voilà. Et donc là, c'est l'amour universel, l'amour de son prochain, l'amour de son prochain, etc. Donc là, voilà, ce sont 3 déclinaisons de l'amour qu'on réutilise aujourd'hui pour se situer, pour savoir après quoi on court en fait. Est-ce qu'on court après quelque chose de passionnel, quelque chose de plus calme, de plus profond? Voilà, il y a cette dichotomie ou cette articulation difficile à trouver aujourd'hui, parce que l'amour philia serait plus du côté de ce qui dure, de ce qui s'installe dans le temps. Là où Eros, on est dans l'intensité, oui, on est dans la passion. Un besoin à combler vite. Hein. Voilà. Oui. Est-ce que vous pensez que l'amour intéresse véritablement tout le monde, David? Ou est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est pas important? Je formule la question autrement. Est-ce qu'on est tous des, entre guillemets, obsédés sexuels? Est-ce qu'on y pense du matin au soir d'une manière ou d'une autre? Dès qu'on s'habille le matin ou qu'on choisit de mettre ça ou ça pour être plus à son avantage? Alors d'abord, l'amour et la sexualité, c'est pas identique. Hein. Il y a des gens qui s'aiment sans avoir spécialement de rapport sexuel. Et sans aller jusqu'à penser au coït, mais juste à penser qu'on est très sexué dès l'instant où on s'habille, on choisit. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Notre société, de toute façon, alors je sais pas si tout le monde tout le monde déjà n'est pas dans la quête de l'absolu à travers l'amour. Tout le monde n'est pas obsédé par l'amour. On est quand même dans une société, malgré tout, qui met l'amour en avant. Et où il y a une attente de ce côté-là. Donc il y a quand même une majorité de gens au moins qui cherchent l'amour. Parce que finalement, on les force à le chercher, parce que peut-être que si on les guidait pas là-dedans, ils penseraient à autre chose, non? C'est plus quelque chose de social, si vous voulez, c'est une construction sociale. Hein. L'amour n'a pas toujours occupé cette place-là. Maintenant, on peut pas dire que c'est forcé. Non, mais si on nous bassinait pas toute la journée à la télévision avec des trucs sur l'amour, si on nous bassine avec autre chose, on va s'intéresser à autre chose. C'est ça que je voulais dire, non? Je pense pas que ce soit aussi simple que ça, en fait. C'est pas si simple. Tant pis, dommage. On cherche à simplifier. À comprendre. Mais si on arrêtait de parler d'amour, admettons, voilà, on arrête de parler d'amour, tout le monde arrête de parler d'amour. Je pense que la plupart des gens vont mal le vivre. Ouais. Est-ce qu'on parle vraiment d'amour ou plus de désir ou de sexe et de séduction? Parce que la grande mode est au coaching de séduction, etc. C'est une autre démarche encore. Ça, c'est la démarche de plaire. C'est autre chose que l'amour, ça, non? Il y a quelque chose dans cette démarche du coaching de séduction, dans ce désir de plaire, etc. On va dire, on est dans quelque chose qui est assez en phase avec notre société, c'est de l'ordre du narcissisme. Hein. On est dans une société de l'image, on est dans une société narcissique où le paraître compte énormément, et donc de voir dans les yeux de l'autre ce que notre image, renvoyer à travers les yeux de l'autre une image de nous valorisée, c'est quelque chose de très attendu aujourd'hui. Et dans l'amour, il y a aussi une composante narcissique de cet ordre-là, c'est-à-dire que quand on aime, c'est aussi une attente d'être aimé, de se sentir aimé, et donc de nous voir dans les yeux de la personne qu'on aime, qu'elle nous renvoie une image positive et qu'elle nous renvoie justement cet amour-là. La fidélité, la jalousie, le libertinage, autant de sujets d'actualité, de sujets autour de l'amour. Nous allons en parler ensemble. David Simard.
Et nous parlons d'amour aujourd'hui dans Portrait d'ici avec David Simard, philosophe et psychosexologue. L'amour à l'épreuve du couple, c'est le livre qu'il signe et qui vient de paraître chez Larousse. Mon Dieu, comme on se pose beaucoup de questions autour de l'amour. Alors de ce qui est, il nous semble actuel, à savoir le libertinage. J'ai dit tout à l'heure qu'on allait en parler, effectivement. Alors ça c'est quelque chose qui existe depuis toujours finalement et qui est un petit peu monté en épingle parfois par les médias. David, vous semble-t-il? Alors depuis toujours, ça dépend ce qu'on entend par libertinage. Depuis l'Antiquité, il y avait une certaine liberté. Mais ça n'a pas le même sens. Enfin, on n'est pas dans la même dans le même type de société, donc ça n'a pas le même sens. Aujourd'hui, ce qu'on appelle libertinage, ça va être d'aller dans des clubs et d'aller dans des clubs, voilà, qui sont faits pour ça, quoi. Et donc, ça c'est un phénomène vraiment récent. Si le nombre de boîtes, par exemple, échangistes ou libertines, s'accroît, c'est quand même une réponse. Enfin, c'est un fait. Ouais, c'est-à-dire que en fait, il y a notre société, comme elle fonctionne sur le modèle du couple, se pose la question de savoir on fait quoi de l'exclusivité, est-ce qu'on reste exclusif? Enfin, c'est en général, les gens qui se mettent en couple partent avec le présupposé de l'exclusivité. Maintenant, c'est pas le cas pour tout le monde et il y a différentes manières de faire autrement, d'être en couple, mais pas de ne pas être exclusif. Dont celle-ci, dont le libertinage, dont l'infidélité, qui est une autre manière, et dont aussi quelque chose dont on entend un peu parler ces derniers temps, qui s'appelle le polyamour. C'est-à-dire le fait d'être amoureux, d'accepter d'être amoureux de plusieurs personnes, mais où tout le monde le sait. C'est Jules et Jim, ça, non, un peu? C'est-à-dire tout le monde vient. Enfin, si vous voulez, on peut vivre à plusieurs. On peut faire des ménages à 3, 4. Tout le monde est au courant. Tout le monde l'accepte. C'est bobo hippie, ça, un peu, non? Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose comme ça, mais. Bon, c'est très marginal, comme le libertinage. Sans poser. C'est pas que ça revient, ça prend de nouvelles formes, ça se veut construit différemment. L'hippie se voulait un peu contre un certain type de société. Dans le polyamour, on sent pas trop quelque chose d'un positionnement social, disons, dans cette manière de faire. Ça remet en question le fait de vivre en couple à deux de manière exclusive. Maintenant, à mon sens, ça s'inscrit quand même dans une orientation dominante de la société qui consiste à ne manquer de rien. Et donc, en s'accordant d'avoir de multiples partenaires, quelque part, on se remplit. On revient à cette question de remplissage. Voilà, de combler, de combler. Et donc, il y a des couples ou des types de relations de ce genre-là. Maintenant, ça me paraît difficile de proposer ça comme modèle de société. Pourquoi? Moralement, c'est répréhensible, voilà? Pas moralement, c'est sur. Je pense que d'abord, on n'est pas prêt dans notre société à vivre comme ça. La plupart des gens veulent une relation exclusive. Mais pourquoi veulent-ils ça? Parce qu'ils veulent être le seul ou la seule. Mais pourquoi? Aux yeux de l'autre. Pourquoi ils veulent être le seul? Parce que ça donne une place unique. On est dans une société anonyme, enfin où on est anonyme. On vit dans des grandes villes, des milieux très urbains, où on est anonyme. C'est limite si on connaît ses voisins, on est obligé de faire des journées. Comme là récemment, pour aller trinquer avec son voisin, parce que le lien social est distendu dans des sociétés très urbanisées. Donc du coup, on veut surexister pour son conjoint. On veut sortir, ça nous permet de sortir du lot, ça nous permet de nous sentir différents, de nous sentir à part, et notamment la relation amoureuse sert à ça, c'est-à-dire qu'on est unique aux yeux de l'autre, et donc on a une place spéciale, particulière. Difficile de ne pas porter de jugement moral sur les conduites des uns et des autres quand on parle d'amour. Tout de suite, la morale s'en mêle, les condamnations pleuvent. C'est difficile, ça, de se départir de cette éducation, en fait. Oui, sur ces questions-là, j'ai deux types d'approches. C'est-à-dire que sur le plan philosophique, il y a des choses qui sont défendues. On entend parfois certains discours qui défendent l'infidélité. Qui la justifie, avec une construction philosophique pour défendre ça. Tout un système élaboré qui tient la route. Là, je soulève dans mon livre un certain nombre de questions que ça pose justement ce type de défense, avec les types d'arguments qui sont avancés. Donc, je contre ce type d'argument parce que se pose notamment la question du recours au mensonge, du respect de l'autre, etc.
Ça, c'est par rapport à des discours qui défendent l'infidélité. Maintenant, on a les cas d'infidélité. Ça, c'est autre chose. Les cas d'infidélité sur l'approche psychologique. On va chercher à comprendre pourquoi il y a cette infidélité, qu'est-ce qu'elle signifie dans la relation, qu'est-ce qu'elle signifie pour la personne infidèle, qu'est-ce qu'elle signifie pour la personne qui est trompée. Mais là, il ne s'agit pas de porter un jugement. Les gens qui ont un amant, une maîtresse, etc., sont pas forcément des gens qui, par ailleurs, défendent philosophiquement l'infidélité. Vous voyez la nuance entre les deux. Et donc, il ne s'agit pas, face à des cas d'infidélité, sur le plan psychologique, sexologique, il ne s'agit pas de porter de jugement. On est là pour comprendre, pour essayer de comprendre quelle est la mécanique en place qui conduit à ce type de relation. David Simard, on n'aura pas fait le tour de la question d'ici 18h, mais on continue d'en parler. L'amour au cœur de ce portrait d'ici et de votre livre, L'amour à l'épreuve du couple chez Larousse. David Simard, philosophe et psychosexologue, mon invité sur France Bleu Orléans. On voudrait une vie pour parler d'amour, pour faire le tour de cette question. Il faut en prendre son parti. Nous ne le ferons sans doute pas encore aujourd'hui, malgré la présence de David Simard, qui est philosophe et qui, Dieu le sait, a réfléchi sur ce thème. La preuve donc dans ce livre chez Larousse, L'amour à l'épreuve du couple. Alors la fidélité, l'infidélité, la jalousie, on en a parlé. Comprendre. Est-ce que c'est pas là un petit peu tout le début de la souffrance finalement? Je me posais cette question avant même d'avoir fait l'émission. Je dis mon Dieu, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire autour de ce thème, et au final en 1 heure, mais même en 1000 ans, est-ce qu'on pourra comprendre un jour ce que c'est, comment ça marche et pourquoi on se rend si malheureux avec ça? Bon, déjà, si ça nous prend 1000 ans, on pourra pas, parce que la société aura évolué et les questions devront se poser de manière différente. Mais comprendre. Est-ce que c'est bien raisonnable de vouloir se lancer dans cette aventure de la compréhension de l'amour? Si on n'a pas de problème dans sa vie à ce niveau-là, c'est pas la peine. Enfin, je veux dire, c'est pas la peine de se poser des questions là où il n'y a pas de nécessité. Même, cette réflexion poussée là sur l'amour, c'est une sorte de torture mentale en fait, non? Vous vivez pas comme ça, vous? Non, non, parce que, enfin, pour moi, c'est un plaisir, de réfléchir. Ça peut être parfois difficile parce que ça demande un effort de réfléchir, d'essayer de comprendre les choses. Mais en fait, c'est un plaisir. De pas abandonner là. C'est un plaisir d'être dans la réflexion, d'essayer d'analyser les choses, de les comprendre, et puis aussi, pour ma part, essayer de transmettre un petit peu quelque chose de ce que j'ai compris ou de mes réflexions, essayer de donner à penser. C'est pour ça aussi que j'écris des livres. C'est fait pour ça. Donc donner à penser, donc l'amour, on va essayer de le penser. Est-ce que c'est pas mieux finalement de simplement le vivre en lâchant prise et en le ressentant, peut-être simplement sans passer par la case cortex là-haut et tout le bazar? Mais c'est mieux comme ça tant que ça marche comme ça. Oui, d'accord. Comme je disais, tant qu'on n'a pas de problème, c'est pas la peine d'essayer de creuser. À partir du moment où on commence à se poser des questions, à partir du moment où on vit une situation qui nous amène à nous poser des questions. Là, faut aller au bout, là. Faut dévider la pelote. Disons que c'est conseillé. Maintenant, c'est conseillé par qui? C'est conseillé si on veut pas reproduire perpétuellement le même schéma. C'est conseillé par qui? Par les psys et tout, non? Oui, non oui. Ah oui. Alors c'est peut-être leur intérêt aussi, parce que eux, ils vont nous voir en cabinet, non? Je sais pas. Oui, là c'est le côté mercantile de la chose. Ceci dit, il y a quand même quelque chose l'amour touche à la psychologie, touche au psychisme, et celui-ci s'est construit dans notre enfance. Donc on a des schémas en nous. Chacun a des schémas en soi qui orientent en fait sa vie adulte. Et si ces schémas-là nous conduisent à vivre des situations de souffrance à répétition, si on les interroge pas, on va continuer à répéter ces schémas jusqu'à la fin de sa vie. Donc là, peut-être que à ce moment-là, il est temps d'essayer de comprendre comment on fonctionne, pourquoi on fonctionne comme on fonctionne, pourquoi on vit toujours le même genre d'histoire. C'est pas la faute du reste du monde, c'est en soi qu'on porte les schémas qui nous portent vers le même genre de relation. Donc après, c'est un choix, Ça vous fait sourire, cette posture de fuite que j'adopte là. Ça vous fait sourire parce que vous y retrouvez. Tout le monde n'a pas envie de fouiller ce genre de choses parce que de toute façon, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est une remise en question de soi-même. Ah là là, c'est abominable. Ce livre est abominable, mais on vous le conseille quand même. Il y en aura un suivant, donc toujours chez Larousse. Il est en cours d'écriture. Il est quasiment fini. Il est terminé, mais il doit sortir d'ici la fin de l'année. Donc toujours l'amour. L'amour, la sexualité, mais c'est quelque chose de plus ludique,
C'est plus de 200 questions sur l'amour et la sexualité pour se cultiver sur la question. Oui, chercher en soi et mieux se connaître. Là, c'est plus pour apprendre des petites anecdotes, des petites choses, connaître aussi mieux son corps, parce que il y a sur l'anatomie, sur la manière dont ça fonctionne aussi sur le plan anatomique, organique. Il y a souvent des choses qui ne sont pas connues. Donc, avec ce livre-là, j'aborde aussi ces questions-là. On a beau être surinformé aujourd'hui, il y a vraiment des choses qui passent à l'as encore. Oui, nos connaissances, oui. Oui, tout à fait. D'accord. David Simard, on se plongera donc dans l'amour à l'épreuve du couple chez Larousse, si on en a envie. Merci d'être venu nous parler d'amour, nous poser plein de questions. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. À bientôt. Au revoir.